Donc c'est un livre qui est né d'une proposition de résidence qu'on m'a faite dans un hôpital psychiatrique, et plus précisément dans le jardin, enfin le centre horticole de cet hôpital. La consigne était de faire des portraits des patients de ce jardin, et d'interroger, comme on disait dans cette commande, d'interroger les vertus thérapeutiques des activités liées à l'environnement pour les personnes en grande difficulté. Donc d'abord j'ai hésité, premièrement parce que ayant passé ma jeunesse à la campagne, je ne connais rien au jardinage, et ensuite j'ai plus hésité encore pour une raison évidemment plus profonde, c'est que ma mère était à cette époque-là au stade avancé de la maladie d'Alzheimer, donc démente, et je me voyais mal passer 1 ou 2 jours par semaine dans un hôpital psychiatrique en plus de ça. Je suis quand même allé visiter le jardin, et je suis quand même allé assister à 1 ou 2 ateliers avec ces patients. Alors d'abord, le jardin est vraiment un jardin très très beau, et très paisible, et je me suis dit que un peu de paix dans ces circonstances de ma vie serait peut-être pas inutile. Et ensuite, j'ai très vite compris que les discours et comportements de ces gens étaient assez semblables à ceux de ma mère, qu'elle avait eu au cours de sa maladie, et je me suis dit que peut-être écrire sur eux allait me permettre d'écrire sur elle. Et au fond, de garder une relation avec elle, puisque c'était vraiment une période où elle s'éloignait très très vite, et que peut-être ça pouvait retarder l'éloignement. Donc, dans ce livre, j'essaie d'abord, je réponds à la commande, je travaille sur la description du jardin et les portraits de ces patients qu'on m'a demandé de faire, et je les interroge. Et en plus, je travaille sur ma propre commande, qui est de tracer avec ces 2 premiers fils la maladie de ma mère et mon propre trajet avec elle pendant ces quelques mois, et avec ces gens de la résidence. Donc le jardin, d'abord, c'est un jardin qui est vraiment très beau, avec un jardin pour enfants autistes, des potagers qui leur sont réservés, une prairie aux animaux, une serre avec des collections de plantes assez extraordinaires, et aussi avec une dimension littéraire, parce que les jardiniers ont disposé au pied des massifs des citations d'écrivains sur le jardin, etc. Donc ça m'a tout de suite intéressé. Et ensuite, les patients. Donc ce sont des patients qui fréquentent le jardin sont plutôt des gens qui vivent chez eux, qui sont suivis par un psychiatre, et suivis au quotidien par des infirmiers et des infirmières, et qui en plus ont ce qu'on appelle une piqûre retard, c'est-à-dire une piqûre tous les 15 jours, une piqûre tous les mois, qui leur évite de prendre des médicaments chaque jour, et qui leur permet de vivre avec leur psychose. Donc ce sont des gens quand même qui vivent chez eux et qui viennent faire cette activité jardinage pour garder un lien social. Il y a aussi des gens qui viennent de l'HP, du secteur addictologie, etc. Et j'ai assez vite aussi étendu cette résidence à 2 autres lieux, un hôpital de jour, où les gens viennent passer un peu de temps, boire un café, enfin consulter aussi, mais surtout passer du temps avec d'autres. Et puis un jardin partagé dans un quartier de Lille qui s'appelle l'Oisem, partagé avec d'autres habitants. Donc j'ai pris ces 3 lieux comme lieu de résidence. Donc j'ai fait ces portraits de patients qui ont répondu très très volontiers à mes questions, parfois à côté, très à côté, parfois de façon inquiétante, de façon étrange. J'ai rencontré ces patients aussi un peu partout, dans les bus, dans les bars, qui m'ont abordé, me reconnaissant. Ce qui donne un peu des drôles de choses, un peu des fragments de fiction dans le récit. Et surtout, en tout cas, je crois, une certaine étrangeté. Étrangeté qui m'a évidemment ramené à celle de ma mère, que j'ai essayé de raconter dans l'évolution de sa maladie, pour la ramener vers le présent de cette résidence, où je dois dire elle était de moins en moins présente, même plus du tout à la fin, ce qui était quand même pour moi assez déstabilisant. Et donc j'ai raconté aussi mon trajet, cette déstabilisation
mon trajet d'abord avec ma mère, lors des visites que je lui rendais périodiquement, et mon trajet avec ces gens, parce que c'était pas tout à fait évident, et peut-être j'ai titré pour ça mes têtes de chapitre pour dire ce trajet, d'abord étranger à ce milieu, ensuite à l'approche d'eux, ensuite avec eux, parce que les liens se sont créés, ensuite accompagné par eux, dans mon propre accompagnement de ma mère, ça c'est la chose qui m'a le plus surpris, et apaisé, puisque ce fait d'accompagner ma mère comme je le pouvais m'a un peu apaisé, et enfin seul. Alors de deux solitudes, une solitude avec elle, parce qu'à la fin de cette résidence, elle ne répond plus du tout, elle ne me reconnaît plus depuis bien sûr un petit moment, mais elle ne répond plus, puis aussi une solitude de l'écriture, parce qu'en fait ce livre se déroule sur ces 4 mois de résidence, mais aussi les 4 mois suivants, les mois où j'ai commencé à préparer ce livre. Et en fait il s'achève au moment où je commence à l'écrire. Et je commence à l'écrire en le plaçant sous le signe de 2 écrivains qui m'accompagnent, enfin d'un écrivain et puis d'Albert Camus et de Pierre Bonnard, 2 hommes qui m'accompagnent depuis longtemps dans des périodes un peu difficiles. Et peut-être je pourrais lire là, je l'ai pas, vous savez le livre là, celui-ci. Peut-être je pourrais lire ces passages consacrés à Camus et Bonnard. À ma mère d'abord. Bien que je me surprenne parfois à parler d'elle au passé, je consulte régulièrement son horoscope dans les journaux gratuits. Je suis rassuré certaines semaines quand, entre un rebond de sa carrière professionnelle et une nouvelle rencontre, on lui annonce une journée d'une douceur extrême. Perturbé au contraire si je lis qu'elle va vivre une passe difficile et avoir besoin du réconfort de ses proches. Je sais que la seule manière de la garder vraiment vivante est de mettre mon livre en chantier, et qu'il me faudra le mener à son terme, quoi qu'il arrive, au cours de l'hiver qui s'annonce. J'accroche au-dessus de ma table de travail une citation d'Albert Camus, tirée de sa nouvelle Les Amandiers, quelques lignes qui m'accompagnent depuis plusieurs dizaines d'années dans des périodes difficiles. Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant, elle persistait juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Un autre amandier m'accompagne aussi depuis longtemps, peint par Pierre Bonnard, celui-là, à la fin de sa vie, tableau auquel, dit-on, il n'a cessé de rajouter des fleurs et du blanc. Je déplace la reproduction de ma chambre dans mon bureau, afin de pouvoir garder un œil dessus, tenter de faire entrer moi aussi dans l'étrange et sombre période que je vais écrire, un peu de lumière. Voilà. Donc mon précédent livre, je l'avais cité à la fin de mon précédent livre, Une place au milieu du monde, j'avais cité des vers d'Apollinaire, de Cortège, notamment ces 2 premiers. Tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même amenaient un à un les morceaux de moi-même. Et donc je crois que je pourrais, là je parlais d'adolescents que je suivais dans les ateliers d'écriture, mais je crois que je pourrais dire la même chose de ces gens que j'ai rencontrés dans cet hôpital psychiatrique qui sont survenus dans ma vie, si je puis dire, à un moment un peu délicat et qui l'ont accompagné, au fond, sans le savoir, qui ont peut-être un peu modifié la vision que j'avais d'eux. Voilà, après ce que je peux dire sur ce livre. Je ne me suis pas posé la question du jeu, par exemple, dans ce livre, pas du tout, et puis pas du tout la question du présent, c'est venu vraiment tout de suite. Je mets... non, je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus, ça m'est venu tout de suite, mais peut-être parce que c'est un temps que j'aime beaucoup, évidemment. Je crois que les précédents livres, je l'avais écrit au présent aussi, enfin c'est quelque chose que j'aime, parce que ça file très vite, et j'aime bien ce mélange de présent, en fait, qui passe d'une chronologie à l'autre. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont... c'était un peu risqué, peut-être, parce que je tresse beaucoup d'histoires, quand même, l'histoire de ces gens, l'histoire de ma mère, ma propre histoire, mais bon, j'avais l'intuition du présent, et je l'ai conservé, enfin, je me suis pas vraiment posé la question, peut-être. Et peut-être parce que c'est le temps qui me permet d'être plus dans l'économie, peut-être aussi. De dire juste ce qu'il faut, ce qui est toujours un peu compliqué, puisque moi je n'aime pas en tant que lecteur qu'on m'en dise trop, j'aime qu'on me laisse une place,
mais entre en dire trop et ne pas en dire assez, donc c'est un peu un truc. Et c'est quelque chose ça, auquel je pense tout le temps, quoi. Et le présent me semble bien convenir à cette chose un peu en équilibre, puisque ce livre est quand même un peu en équilibre. Et puis il faut dire que c'était aussi un peu, peut-être pour répondre plus complètement à ça, c'était un livre un peu en live, quoi, quand même, parce que je vivais cette résidence en même temps que j'allais chez ma mère, en même temps qu'elle se dégradait, etc. Donc c'était mon présent, tout était mon présent, y compris quand je raconte un peu l'histoire de sa maladie, parce que je remonte un peu plus avant. Mais c'était ma préoccupation depuis 7-8 ans. On peut dire quotidienne, je n'y pensais pas chaque minute, mais enfin quand on a un truc comme ça dans sa vie, on y pense chaque jour, évidemment. Donc je vivais ça au présent, et c'est peut-être aussi pour ça que finalement, j'avais commencé un autre livre sur ma mère, avant celui-ci. Un livre où je parlais d'elle au passé, où je racontais sa jeunesse, enfin de 3 à 20 ans jusqu'à ma naissance. Et j'avais l'impression d'écrire finalement, de lui faire un tombeau avant l'heure, parce qu'elle était vivante. Et quand on m'a proposé cette résidence aussi, ça a été aussi une manière de parler d'elle au présent. Ce qui était quelque chose pour moi de très important, puisque je n'avais plus de relation, et c'était la seule relation que je pouvais instaurer entre nous deux, venait de moi, parce que d'elle, il ne venait plus rien. C'était une relation, et donc j'étais tout à fait soulagé de pouvoir parler d'elle au présent, ce qui répond probablement à votre question. Je garde dans ma mémoire une phrase de Frank Capra qui disait que ce sont les gens qui sont dans la salle qui doivent pleurer et rire, et pas ceux qui sont sur l'écran. Moi, je fais ça, je garde une certaine distance pour laisser la place, finalement, au lecteur. Je crois que je fais toujours très attention à ça. En tant que lecteur, en tout cas, je n'aime pas, moi, qu'on prenne ma place. Alors, je ne sais pas trop comment je fais, mais c'est un travail de chaque page, de rester à cette bonne distance. Donc, ne pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas en dire trop, en dire assez quand même. Mais alors, comment je fais, je ne sais pas. En tout cas, je le fais depuis de nombreux livres maintenant. Et je ne sais pas, peut-être, mais c'est vrai que quelquefois il me laisse. Je me souviens qu'Annie Arnaud m'avait dit un jour quelque chose là-dessus, en disant que je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit exactement, mais ce que j'en gardais, c'est que quand il y avait émotion, il fallait encore aller un peu au-delà de l'émotion pour arriver dans la littérature. C'est un peu ça que je fais. Si je suis ému par ce que j'écris, j'essaie d'aller encore un peu plus loin pour ne plus être ému, pour laisser l'émotion, pour laisser la place au lecteur, à l'émotion du lecteur, mais pas la mienne. Donc à chaque fois, pour moi c'est un signe ici. C'est un passage obligé, l'émotion, probablement, mais il faut aller un tout petit peu plus loin, quoi. Donc c'est probablement pour ça que j'obtiens ce résultat. Je pense, peut-être. Quand j'écris, je ne sais pas trop pourquoi ça va pas, donc je continue à écrire. Puis à un moment, je sais que ça va, et je ne sais toujours pas pourquoi, mais je sais que ça va. Et là, je pense que ça parle de ça, cette émotion, cette place que je laisse au lecteur. Voilà. Donc je me retire un peu, ce qui n'est pas une façon d'être insensible, bien sûr, puisque je considère aussi que je crois qu'à un moment, je dis là que j'essaie de... Je suis seul avec ma mère à un moment dans une dernière rencontre, et je vois qu'elle me regarde et j'essaie de lui poser des questions vraiment. Est-ce que tu me reconnais absolument? En vain, je crois que mes derniers mots sont en vain. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de dire à quel point c'est quelque chose de bouleversant quand on a quelqu'un en face de soi qui vous regarde sans vous reconnaître. Enfin, une mère, pardon, pas quelqu'un. Non, je fais aussi depuis 5 ans un atelier d'écriture dans cet hôpital psychiatrique. Et parmi ces patients, 2 des personnages dans ce roman sont dans mon atelier d'écriture, l'ont été pendant 2 ans en tout cas. Et donc ces 2-là, je leur suis particulièrement attaché, oui. Vraiment, je les rencontre. Alors je ne sais pas si on peut parler, je ne sais pas de quoi on peut parler, d'amitié peut-être pas, parce que ce sont des gens étranges quand même. Mais bon, je ne sais pas, c'est-à-dire que dans ces ateliers d'écriture, on rencontre des gens auxquels on ne s'attend pas par la force des textes, évidemment, qu'on ne connaît pas au fond. Et dans cette résidence aussi, en fait, je ne sais pas combien je fais d'entretiens, j'en fais peut-être une dizaine, et ces gens me racontent leur vie quand même, me racontent leur accident de la vie. Enfin, et souvent, ce sont des choses qui sont très très étranges. Alors, il y en a qui étaient déjà
qui avaient déjà des problèmes, mais d'autres qui ont perdu un boulot, divorcé, qui sont tombés en dépression et puis qui se retrouvent totalement paumés. Et ça, bon, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, non pas intéressé, mais je me suis toujours senti proche de ceux qu'Henri Miller appelait par exemple les faillis de la vie. Bon, je suis plus proche d'eux que des patrons du CAC 40. Je m'intéresse plus à ceux-là qu'aux premiers qu'aux seconds. Il ne faut pas que j'oublie ça aussi avec les jardiniers, qui sont des gens très très... D'abord, qui sont des gens très doués dans le jardinage, etc. Mais qui sont aussi des gens qui m'ont beaucoup plu. Enfin, je ferais mieux de dire que j'y retourne régulièrement maintenant dans ce jardin que je ne connaissais pas avant. D'abord parce qu'il est très beau, et puis ensuite parce que bon, je m'y sens bien. Donc, ça se passe sur un printemps, un été et un début d'automne. Voilà, très exactement. Printemps et début d'été, c'est la résidence, et puis ensuite je pars en vacances et je commence à travailler sur ce livre. Je décrypte les entretiens, je classe les photos, je classe les photos de ma mère aussi, les films, les enregistrements, parce que je fais un enregistrement d'elle, etc., sur sa perte du langage quand même, je fais ça. Pour comparer tout, toujours je fais ça, photos d'elle et photos pas des patients, parce que il était interdit de les photographier, mais photos du jardin, enregistrement des patients, enregistrement de ma mère, tout ça pour les mettre en parallèle. Mettre en parallèle ces deux démences, puisque en fait il faut bien appeler ça comme ça. Donc voilà, il y a 4 mois de préparation de ce livre, et puis ensuite, quand je suis prêt à l'écrire, ça s'achève.